encore, je m'excuse tous les jours auprès de lui de tout ce que je lui ai infligé pendant toutes ces années. En fait, comment je perçois mon propre corps comme un petit enfant que j'ai délaissé pendant toutes ces années et qui demandait juste à ce qu'on s'occupe de lui, ou comme un chaton que tu laisses dans un coin et qui fait miaou, miaou, je suis là, je suis là. Et toi, tu dis non, non, je te calcule pas, tu m'intéresses pas. Quand j'étais enfant, j'avais pas de problème avec moi-même. Mais le problème, c'est le regard que les adultes portaient sur moi. À l'âge de 3 mois, on embêtait ma maman avec votre fille, elle est trop potelée. On a commencé à me faire des régimes à l'âge de 3 mois. Je te jure, ma mère, elle est là, tu peux lui demander. Et donc en fait, à l'âge de 3 mois, on disait à ma mère, faut réduire les portions de lait, faut réduire ci, faut réduire ça. Donc dans mon rapport au corps, moi, toute seule, j'ai toujours aimé mon corps, mais le regard médical et le regard des adultes m'a toujours fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi-même. J'ai souvent été plus grande que les autres, en plus j'ai eu mes règles à 11 ans, donc j'ai été très formée très tôt, donc j'avais un peu l'impression d'être une bête sauvage en fait. Et puis on comparait souvent ma beauté par rapport aux autres petites filles, donc là du coup je me disais donc c'est quoi la beauté, c'est être blanche et blonde et tout ça. Et je me rappelle un jour ma mère elle m'avait fait un afro et je suis allée à l'école en afro et le directeur de l'école B, parce qu'il y avait l'école A et l'école B, il m'a vu monter, il a dit mais on n'est pas chez les sauvages ici. Et en fait il y avait tous les professeurs, tous les instits qui m'ont fustigé du regard en fait. L'air de dire elle n'est pas coiffée, mais si je suis coiffée, c'est juste que j'ai des cheveux crépus vu que je suis africaine. J'avais ce sentiment de ne pas être à ma place parce qu'après à l'âge de 9 ans, j'étais suivie à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, on disait à ma mère que j'avais des gros os. Et donc après il y a le médecin qui nous a accueillis qui disait mais cette enfant est beaucoup trop grosse, il faut la faire maigrir. Donc il m'avait fait pleurer, il avait énervé ma mère. Et ma mère m'a fait perdre à l'âge de 9-10 ans 12 kilos. Donc après, je suis rentrée dans l'engrenage des régimes, déjà depuis 3 mois où on restreignait mes portions de lait, où après on m'a interdit la banane. Et après, très très vite, même le médecin de famille il s'y mettait. J'ai toujours été perçue comme quelqu'un d'énorme, or que j'étais pas énorme. Or que quand on regarde les photos d'avant, mais j'étais pas grosse. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a attaqué mon enveloppe corporelle parce que bon, moi je suis africaine, je suis mandingue. Je suis mandingue du Sénégal. Les mandingues, c'est un peuple qui est grand, qui est costaud, sans être gros. D'ailleurs, les mandingues, c'est l'ethnie, avec celle des Yoruba du Nigeria, qui a été la plus capturée du temps de l'esclavage. Même si je ne suis pas en surpoids, bon là je suis en surpoids, mais même si je ne l'étais pas, selon l'IMC, je serais toujours en surpoids parce que moi, mon poids de forme, c'est 80 kilos. Alors, donc moi, j'étais à l'école primaire dans les années 90. Les instituts de cette époque, c'était les instituts on va dire, de l'ancienne génération qui sont nés comme ma mère dans les années 50. Donc, ce sont des gens qui, on va dire, de droite, voire d'extrême droite. Et j'avais des instits d'extrême droite. Ça n'a pas été facile avec eux parce que du coup, la moindre connerie que je faisais, on me tapait très fort dessus. Et quand j'étais enfant, on me reprochait souvent... par exemple, on disait à ma mère que mon hygiène laissait à désirer. C'était les clichés, quoi. Genre la fille noire qui pue, qui a les cheveux en l'air. Enfin, ouais, c'était très ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me réfugier un peu dans la nourriture. Et après, forcément, ouais, je prenais du poids et tout. Et donc, plus je prenais du poids, plus j'étais rejetée. Et après, j'ai commencé à développer une certaine agressivité. J'ai commencé à devenir violente, mais pas gratuitement. En fait, j'étais extrêmement sensible, extrêmement à fleur de peau. Ouais, on disait un truc de travers et je rétorquais. Et quand je rétorquais vraiment, enfin voilà. Dès qu'on voulait m'attaquer sur mon poids ou sur mon apparence physique, je rentrais dedans. Je me défendais et après, j'ai eu cette réputation de bagarreuse. Et c'est cette réputation de bagarreuse qui m'a protégée. Et j'ai gardé ça pendant très longtemps. Il y a quand même des gens, ça m'a fait plaisir parce que la dernière fois, je prenais le bus et il y a une fille qui m'avait reconnue. J'ai dit « Ah, comment tu vas ?» Elle m'a dit « Ça va ?» Et je lui ai dit « Excuse-moi, je peux te poser une question ?» Et elle m'a dit « Oui ». Je lui ai dit « Comment tu me percevais quand j'étais enfant ?»
Et elle m'a dit, je te percevais comme quelqu'un de juste en fait. Quand tu remettais quelqu'un en place, c'est parce que la personne, elle avait déconné. Donc en fait, t'étais vachement juste. Et j'ai dit, mais tu me prenais pas comme quelqu'un de violente, de malade. Elle m'a dit non, parce que je savais que souvent, quand tu t'énervais, c'est parce que les autres, ils t'avaient cherché. Mais or que nous, on fermait nos gueules devant les autres. Elle a dit, moi, par exemple, combien de fois je me suis fait taper et j'avais pas ta force. Et plein de fois, j'ai rêvé d'être Nafissa et de vous défoncer votre gueule. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle a dit, ouais. Et elle m'a dit, ouais, et même je me rappelle, t'allais défendre les autres. Donc après, bon, j'ai subi ce qu'on appelle communément des violences obstétricales. Et franchement, être grosse et enceinte, c'est horrible. C'est juste horrible. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc là, je faisais 115 kilos, 115, 120. Elle m'a dit, la table, si vous la cassez, vous la payez. Et voilà, et donc on a le droit à plein... Ah oui, il y a un médecin qui m'a dit que mon gras ressemblait à du gras de poulet. Comme lors de ma deuxième césarienne, il y a une dame qui m'a... En fait, ils n'ont même pas attendu que mon bassin soit complètement endormi. Ils ont failli m'inciser à vif. Ouais. Et en fait, c'est quand elle a posé le scalpel au-dessus du pubis, je dis, mais là, je sens le couteau, ne coupez pas. Hein. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça. Quand t'es gros dans le monde médical, t'es négligé de dingue. Hein. Ouais, t'es négligé de dingue. On te néglige, on ne te considère même pas, en fait, parce que t'es gros. Comme un jour, un médecin devait venir pour me faire une ponction osseuse, voilà, pour faire une biopsie, pour prendre de la moelle. Et il voulait voir quel os prendre. Donc, il ne m'avait jamais vu. Et quand il est arrivé, il a fait « Oh là 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 !» Comme ça. Et après, je lui dis « Le oh là là, c'est par rapport à quoi? C'est parce que je suis corpulente ?» Il dit « Oui, mais on ne sait même pas comment on va faire. » Je fais « Écoutez, sortez de la chambre. » Et voilà. Donc, parfois, moi aussi, je me lâche et je renvoie balader. En fait, à chaque fois que quelqu'un s'intéressait à moi, je me disais, il est malade, il est pas normal, c'est pas possible qu'on puisse m'aimer. Et donc du coup, ben, je rejetais inconsciemment. Là, par contre, c'est moi qui rejetais les gens. Ou alors, ça m'est déjà arrivé d'attirer des gens qui voulaient juste coucher avec la grosse, en fait. Jusqu'à que je rencontre donc le père de mes enfants, et puis voilà. Mais même là, lui aussi, il en a un peu bavé avec mon surpoids parce que du coup, il y a des gens, même de son entourage à lui, qui lui ont dit « Mais ta femme, elle est grosse, pourquoi tu vas épouser une grosse femme ?» On avait un ami en commun et il a beaucoup parlé de moi à son épouse. Et elle a dit « Ouais, il faut trop que je te présente Nafissa, et tu verras, et nanani, nanana. » Et en fait, tu sais, le premier regard, quand quelqu'un te voit pour la première fois, parfois ça en dit long. Et après, elle-même m'a avoué, la première fois que je t'ai vue, ben, je me suis dit, mais comment Boubacar a pu épouser une femme aussi grosse? Voilà, donc c'était que des trucs comme ça. Hein. Je suis grosse, c'est de la graisse, c'est pas... Enfin, je veux dire, je vais pas te contaminer, tu vas pas devenir gros à ton tour en me touchant. Et puis je suis un être humain surtout. Et pendant longtemps, en fait, j'avais l'impression d'être une espèce de chose, mais tout sauf humaine, en fait. Moi aussi, je me suis exclue et moi aussi, après, je me suis énormément détestée. Je me suis énormément haïe. J'aimais pas du tout mon visage, j'aimais pas du tout ma personne. Après, du coup, ce que eux ont commencé, bah, moi, je l'ai pris, je l'ai fini. Voilà, ce que la société m'a renvoyé à l'école primaire ou chez les médecins, moi, du coup, je l'ai pris et je l'ai porté. Et du coup, pendant longtemps, en fait, j'ai vécu en apnée, j'ai pas eu de vie. J'ai pas eu de vie, j'ai rien créé. Enfin, je vivais sans conscience parce que pour moi, j'étais pas assez parfaite tant que je maigrissais pas, tant que j'arriverais pas à rentrer dans les standards. Alors, pour être sincère avec toi, je sens que les larmes, ça commence à monter. Pour être sincère avec toi, les adultes, ils ont niqué ma vie. Franchement, j'ai pas eu d'adultes bienveillants. Franchement, ceux qui auraient pu me sauver étaient là, ils voyaient certaines choses, mais ils n'ont pas bougé.
Ouais, ils n'ont pas bougé. Il y a pas longtemps, j'étais repartie voir un professeur que j'ai eu en maternelle et qui me frappait. Et en fait, je suis allée le voir avec mon fils parce que je devais mettre mon fils dans cette maternelle. Et il était encore en fonction. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi je ne mets pas mon fils? Et il m'a dit non. Je lui ai dit, ben, c'est parce que tu me frappais. Et après, bon, il y a eu des choses qui se sont dites jusqu'à que je l'ai fait pleurer. Ouais. Après, je sais que je suis née dans une époque où le racisme de la part du corps enseignant était très présent. Voilà. Moi, j'étais à l'école dans les années 90. Maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que je vois bien mes enfants, les instits, c'est des gens déjà qui ont mon âge ou qui sont même plus jeunes. Et ça n'a rien à voir. Mais moi, à l'époque où j'étais, comme je te disais tout à l'heure, c'était des instituteurs qui sont nés en 1950, 1948, même certains beaucoup plus vieux, je me rappelle enfant, et voilà, qui étaient de droite, voire d'extrême droite. C'était des gens qui, pour eux, déjà, l'immigration, c'était, voilà quoi, c'était déplaisant, c'était emmerdant. Les enfants d'immigrés, ils font trop de bordel, ils font trop de bruit. Et donc, parfois, ils étaient sans pitié avec nous. Ils étaient vraiment méchants. Après, je dis pas qu'on était des enfants de cœur et que d'autres foutaient pas le bordel. Hein. Bien sûr qu'il y en a qui foutent la merde. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, on va dire que je suis pas tombée à la bonne époque. Et la bonne époque, c'est encore cette époque où l'adulte est supérieur à l'enfant et où l'adulte rabaisse l'enfant. Donc moi, je suis née dans cette époque-là. Ouais, niquer ma vie dans le sens où il y a que maintenant que je réalise que j'ai eu affaire à que je suis née dans une période où l'instituteur pouvait être maltraitant. Moi, j'ai déjà vu plein d'adultes à l'école secouer vigoureusement certains enfants. Et puis, comme je te disais, cet instituteur qui m'enfermait dans le KGB où on rangeait les fournitures scolaires et il me mettait des dérouillés de fessées et il me descendait mon pantalon. Donc j'ai grandi dans cette... encore dans cette période de la France où l'instit était tout puissant. On n'est jamais coupable d'avoir été maltraité. C'est juste que la maltraitance, c'est un mécanisme qui est vicelard parce que du coup, il te fait croire que c'est toi le problème. On est tous des gens bien. En vérité, l'être humain, quand il naît, il est bien, il est clean, il est propre. En fait, nous, on est notre propre bateau, en pleine mer. La vie, c'est un océan. Et toi, tu es ton propre bateau. Donc au final, si tu te plantes toi-même des couteaux et que tu vas te noyer, donc quoi que tu fasses, même si tu fais n'importe quoi, tu fous le bordel et tout ça, il faut toujours s'aimer, toujours continuer à s'aimer et à évoluer et surtout se dire que fauter, comme on dit, fauter, pécher, tout ça, c'est des mots très lourds, mais en vérité... c'est normal de se tromper, c'est normal de ne pas bien faire les choses. Et il faut avancer. La vie, c'est fait pour évoluer. Donc, tant que tu évolues, c'est que tu es sur le bon chemin. I've got that man, mad about me. He's funny.